Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Je suis donc en remplacement de Jehan Nabil qui reviendra très bientôt parmi nous, Inch'Allah. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Aujourd'hui, nous parlerons de comment attirer les investissements privés. Alors privés, on a deux catégories, égyptiennes ou étrangères. C'est ce que nous verrons avec notre invité de ce soir, Dr Bassem Omar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser puisque tout ce qui touche à l'économie est intéressant en tant qu'être humain, mais on ne s'y connaît pas puisque c'est un lexique particulier, ça a un mécanisme particulier. Donc, on espère que vous saurez aujourd'hui, vous saurez nous donner les informations que nous voulons entendre. Je l'espère aussi. Voilà. Alors, comme je le disais en introduction, on parle aujourd'hui d'investissements privés égyptiens et étrangers. Comment se déroulent ces investissements? Est-ce que vous sentez qu'il y a une amélioration dans le taux de croissance? Est-ce que vous sentez ça a stagné ces dernières années? Dites-nous en plus. Écoutez, l'investissement privé étranger et égyptien en Égypte, certainement est en dessous de son potentiel, on va dire. Et c'est un peu normal que depuis 2011, le pays a connu plusieurs phases d'incertitude. Et l'incertitude, c'est l'ennemi principal d'un investisseur. Lui, il veut une visibilité, il faut savoir faire ses plans, des prévisions de moyen, de long terme. Et malheureusement, donc, les changements politiques successifs, mais ensuite, le programme de réforme très ambitieux, avec une dévaluation, il en a suivi une inflation, après on a eu un taux d'intérêt qui était élevé. Tout ça, ce sont des entraves qui empêchent l'investisseur d'avoir, on va dire, l'environnement propice. Donc ça, c'était un peu ce qui avait ralenti. Mais on s'attendait, donc à la Banque européenne, où je suis chef économiste, que 2020 allait être l'année de décollage de l'investissement privé en Égypte. Certainement, depuis 2011, l'investisseur attend, il veut investir. Chez eux, il reporte. Il reporte. Et en 2020, on va dire, toutes les étoiles étaient alignées. On avait le taux d'intérêt qui avait baissé, les réformes macroéconomiques ont payé, le taux de change est stable, même il s'apprécie, tous les signaux, et bien sûr donc tout ce qui est projet d'infrastructure que le gouvernement a mené, ont aidé l'investisseur à y voir plus clair et à vouloir investir. Et c'est là que malheureusement il y a eu le Covid. Donc vous pensez que c'est la Covid qui est la cause de ce ralentissement? Actuellement, oui. Il n'y aurait pas eu le Covid. Nous pensons très sincèrement qu'en 2020, il y aurait eu un investissement privé beaucoup plus important, à la fois égyptien et étrangers. Quand on voit la scène mondiale avec le coronavirus, on voit que chaque pays a adopté une stratégie particulière propre à elle pour contourner le coronavirus. Nous, ici en Égypte, on a décidé de coexister, de cohabiter avec ce virus-là, de vivre avec et de continuer. À l'inverse, en Europe, on voit que c'est le chaos total. Un investisseur n'a pas plus de chances ou d'occasion d'investir ici en ce moment plutôt qu'en Europe? Aussi, bien entendu. Mais vous savez, c'était une période où on ne savait pas, l'investisseur ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il ne sait pas qu'est-ce que l'Égypte va faire et comment ça va oui, c'est un terrain inconnu pour l'instant. Voilà. Et donc il disait, bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais vous savez, l'Égypte, avec les choix qu'on a fait en Égypte, c'est un des rares pays dans le monde où la croissance économique était positive. Un des rares pays. Et c'est grâce à quoi? Grâce au projet d'investissement que le gouvernement a mené. On parle d'une nouvelle capitale. C'est un projet pharaonique, dans tous les sens du terme. C'est un projet pharaonique énorme. Mais qui l'exécute? Qui construit? C'est le privé. Qui transporte? Le privé égyptien? Égyptien et étranger. Je vous donne un exemple. Si vous voyagez en allant vers Ain Sorna, par exemple, vous allez voir que juste avant la nouvelle capitale, il y a une énorme centrale électrique faite par Siemens. Plusieurs milliards d'investissements. Donc c'est une compagnie étrangère qui est venue, qui a investi, mais une partie de l'investissement des fondations et autres a été exécutée par des compagnies domestiques. Est-ce que c'est une condition dans le contrat? Ça l'était dans le passé pour créer un tissu d'investisseurs domestiques capables d'exécuter.
Maintenant, les étrangers, quand ils viennent, c'est plus facile pour eux de s'appuyer sur des compagnies, je ne vais pas dire les noms des entreprises, Oui, oui. mais on les connaît tous, elles sont suffisamment compétentes pour satisfaire les exigences de plus haut niveau de l'investisseur étranger. Donc on n'a pas besoin d'avoir une condition. C'est plus facile pour eux de s'appuyer sur le tissu industriel et investissement domestique. Donc c'est pour ça que c'est un partenariat très intéressant. D'accord. Ah, on a vu effectivement qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites. On a traversé cette période d'évaluation de la livre. On a passé différentes étapes importantes. Aujourd'hui, il y a certaines réformes qui ont été faites pour faciliter les investissements, comme le guichet unique, comme les facilités de bureaucratie. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour justement encourager les investissements étrangers. Est-ce que cela est suffisant? Suffisant, c'est jamais suffisant. Vous savez, on est en concurrence continue avec tous les pays du monde. Un investisseur étranger, pour lui, il a le monde, on appelle la mondialisation, la globalisation, parce que le monde est un marché. Et du coup, ils peuvent choisir de venir investir en Afrique, aller au Maroc, pour avoir accès à l'Afrique, qui est un marché avec un potentiel énorme, à l'Europe, aux États-Unis, le monde arabe, l'Égypte, la Tunisie. Donc on est en concurrence continue. Donc il faut qu'on continuellement, on cherche à s'améliorer. L'effort qui a été fait est remarquable, tout le monde en témoigne, mais il faut continuer, parce que les autres aussi font des efforts, les autres aussi veulent s'améliorer. Donc c'est un peu une concurrence, on va dire, loyale, dans laquelle l'Égypte, actuellement, et c'est vrai qu'il faut vraiment aussi le saluer et le dire, le groupe dans le gouvernement actuel sont en train de rattraper un très grand retard. C'est pas évident, hein. On ne commence pas sur un pied d'égalité avec les autres, on a beaucoup d'efforts à faire et c'est en train de payer. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas aussi un problème de main-d'œuvre? Parce qu'effectivement, notre main-d'œuvre est une des plus importantes en termes de quantité, ouais. mais en termes de qualité, on est encore loin des concurrences qu'il y a autour de nous. Moi, je parle du Maroc, qui a une main-d'œuvre qui est excellente, mais qui est beaucoup plus chère qu'en Égypte. En Inde, ils ont une main-d'œuvre qui est beaucoup plus de meilleure qualité que l'Égypte, mais elle ne répond pas aux critères européens. Est-ce qu'on n'aurait pas du travail à faire en question main-d'œuvre? Ah, c'est sûr. Je crois que vous avez touché un point très très important. Il y a un décalage, on va dire, entre la demande et l'offre de main-d'œuvre en Égypte. On cherche à attirer des investisseurs étrangers sophistiqués. On veut fabriquer des voitures électriques. Mais on n'a pas l'ingénieur qu'il faut. On n'a pas le travailleur capable de comprendre la technologie. On n'a pas, ou est-ce que... parce que moi, par exemple, je pense à des grands, par exemple, quand je vois dans des pays européens ou américains, quand il y a un projet qui est pharaonique, ou gigantesque, titanique, il y a un Égyptien qui est derrière ce projet-là. C'est vrai. Donc est-ce qu'on n'en a pas, ou est-ce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de montrer leur talent ici? Non, il y a les deux, au fait. Donc, il n'y a pas assez. Donc, même s'il y en a, il n'y en a pas assez. Et comme il y en a peu, ils sont recherchés dans le monde entier. Et du coup, ils peuvent partir, je veux dire, prendre un exemple, aux Émirats, où ils vont être très bien payés. Donc, on a un problème de salaire aussi. On a un problème, bien sûr. Ah, le salaire est un gros problème, certainement. Mais pas seulement, parce qu'on a, comme vous dites, la quantité, on a un grand nombre de travailleurs. Mais ils n'ont pas tous les mêmes qualités. Et du coup, avant, le système d'éducation lui-même était un petit peu archaïque. Moi, c'est-à-dire, ça fait des années, j'enseigne à l'université, et je disais, c'est pas normal qu'on doit aller dans une salle de cours, avoir un tableau, ou même mes enfants vont dans une salle de cours, avoir un tableau et avoir une maîtresse qui explique. Ça, c'était il y a 50 ans, il y a 100 ans. Aujourd'hui, tout est technologiquement avancé. Et heureusement que le Covid il y a un côté positif, nous a aidé à digitaliser un peu tous les processus, même de l'enseignement. Il a accéléré le mouvement, en fait. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on peut avoir ce qu'on appelle des formations, des talents, on va créer des compétences. J'ai besoin d'un ingénieur capable de comprendre la technologie des voitures électriques, je vais le former. Il a déjà des bases, je vais avoir les meilleurs enseignements en ligne et ça doit être combiné avec une application pratique. Il y a des cas comme ça, comme dans des usines, dans des investisseurs égyptiens, qui ont créé des centres de formation dans leurs usines, dans lesquels ils accueillent les jeunes talents, déjà à l'âge de 14 ans, et ils leur donnent l'enseignement de l'école, plus un enseignement technique,
Et ensuite, ils les embauchent ou ils leur permettent d'aller dans des usines, même concurrentes, dans le pays, donc pour rehausser le niveau. Et on a besoin de ça. C'est comme en France, l'équivalent des lycées professionnels qu'il y avait auparavant. Un petit peu, mais là, c'est des centres de formation Oui. à l'intérieur même de l'usine. Donc Donc, en c'est une fait, grande usine, un grand nom. la personne a une formation Ouais. et elle est sûre d'avoir un travail à la Absolument. fin de ses études. Absolument. Et le curriculum est taillé aux besoins de l'industrie. Ils savent, eux, de quoi ils ont besoin. Et ils savent qu'il y a un décalage entre le marché du travail, les formations qui sont dans les universités et autres, et par rapport à leurs besoins. Et du coup, ils sont les mieux placés pour pouvoir fournir ça. Et je pense qu'ils devraient obtenir des assistances de la part des assureurs internationales, comme donc la Banque européenne, nous on essaye d'aider autant qu'on peut, mais également la Banque mondiale, le FMI, la Commission européenne, tous aident, même des ambassades comme la Suisse, le Canada, tout le monde voit que ça, c'est justement une manière de préparer la main-d'œuvre égyptienne à absorber l'investissement direct étranger de très haut niveau, de haute technologie auquel on aspire. Ce que vous dites est excellent. Si on devait faire ça pour tous les domaines, c'est vrai que non seulement on lutterait contre le chômage, on permettrait aussi aux gens de trouver un poste plus facilement. Mais j'ai l'impression aussi qu'on est en train de former des robots. Aujourd'hui, lorsqu'on passe tout par Internet ou par la technologie et que les personnes n'ont aucun contact avec l'autre, quasiment pas, on a l'impression qu'on est robotisé finalement. Mais les deux sont complémentaires. C'est pour ça que je vous dis, il y a l'enseignement, on va dire, condensé en ligne. L'avantage, c'est qu'on peut le faire à notre propre temps. Donc, on peut le faire le soir, le matin. Je peux être en train de travailler le matin et le soir, je prends une formation pour m'améliorer. Mais en même temps, il faut qu'il y ait l'application pratique dans l'usine, dans le centre de recherche, dans le centre d'études. Il faut qu'il y ait les deux. Et heureusement qu'en Égypte, on n'a pas été dans l'excès, on va dire, du Covid, du confinement. Au contraire, on sort et la vie continue. Dieu merci. Dieu merci. Et du coup, on n'a pas ce problème vraiment en Égypte. Il pourrait l'être. J'ai lu un rapport sur Bloomberg qui disait qu'on pourrait rester dans certains pays dans un confinement pour plusieurs années, jusqu'à 7 ans. Énorme, énorme. Nous, on touche le bois, on n'a pas ce problème et du coup, on peut l'utiliser à bon escient pour que les travailleurs qui prennent les formations puissent continuer, sortir, interagir et travailler de leurs mains. Alors dites-nous, comment se porte le secteur public? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des investissements publics qui se font? Moi, quand je lis les journaux, je vois que aujourd'hui, les ministères commencent à investir dans des secteurs. Auparavant, on ne voyait pas ce phénomène-là. Aujourd'hui, on a des partenariats, on a des ministères qui s'engagent à faire des choses. Est-ce que c'est bon pour l'économie? C'est excellent. Je pense que vraiment ce que fait le gouvernement depuis 4 ans a sauvé l'emploi et l'investissement en Égypte. Parce que, encore une fois, quand il s'engage à créer des centrales électriques à énergie renouvelable solaire à Assouan, à Binban, un des plus grands parcs solaires au monde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'initiative et qui ensuite engage le secteur privé à l'exécuter, à en profiter, à le gérer. Donc c'est un bénéfice commun pour les deux. Quand on est en train de créer une nouvelle capitale, encore une fois, c'est un projet énorme. Ça va offrir des emplois à plusieurs millions de personnes. Ils vont avoir des petites écoles, ils vont avoir des magasins, des supermarchés, des taxis. Ça va donner une vie. Donc le canal de Suez. Alors, je vous interromps juste parce qu'il y a l'appel de la prière et on se retrouve tout de suite après. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je suis toujours en compagnie de mon invité, Dr Bassem Omar, qui est expert en économie. Et en off, je lui ai posé énormément de questions car moi aussi je suis citoyenne et je m'intéresse à beaucoup de choses concernant l'économie de mon pays. Et oui, je vous disais donc qu'effectivement, en tant que citoyen, on n'a pas ce sentiment, on n'a pas ce ressenti que les choses bougent, alors que pourtant, on voit des routes qui sont faites, l'infrastructure, on le voit, hein, il y a eu énormément de progrès. Mais nous ne ressentons pas encore cette amélioration. Pourquoi? Vous savez, je pense qu'il y a un problème de communication quelque part. Je pense que le gouvernement actuel privilégie l'action à la communication. Il y a un énorme chantier à rattraper. Et ils travaillent beaucoup et ils veulent faire énormément. Ils veulent avancer. Malgré le Covid, ils veulent avancer. Et du coup, il n'y a pas vraiment cette patience pour s'attarder un petit peu sur comment communiquer. Ça, c'est d'une part. Ensuite, les modes de communication ont aussi évolué. Donc avant, bon, il y a la télé qui est toujours là, mais il y a beaucoup de personnes qui maintenant ne regardent pas suffisamment la télé. Ils sont sur leur téléphone portable, ils regardent les nouvelles ailleurs, sur les réseaux sociaux et autres. Et du coup, je pense qu'il faut qu'il y ait un mode de communication différent, juste pour que le citoyen comprenne qu'est-ce qui est en train de passer. Il voit autour de lui une évolution, mais il ne voit pas comment ça peut affecter sa propre vie. Et comme ça, il pourrait juste se connecter davantage à la réussite, sentir qu'il y a un plan qui évolue. Ça va aider à mieux se sentir plus à l'aise. Et quand il est plus positif et optimiste, il va encore mieux donner. Et ça sera un cercle vertueux. Alors, on parle d'investissement, mais c'est vrai que ces dernières années, on a constaté, n'empêche, qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites en Égypte. La production Made in Egypt, elle a explosé. Alors, c'est vrai que pendant la dévaluation, on avait senti des répercussions. Les gens ne pouvaient plus acheter ou se permettre d'acheter des choses qu'elles s'achetaient auparavant,
puisque les prix avaient triplé, voire quadruplé. Et là, on a vu un retour aux racines et on a commencé à chercher des équivalents en production égyptienne. Ça a été difficile au départ, mais aujourd'hui, c'est vrai que le produit égyptien fait concurrence un petit peu sur le marché. Est-ce que ça a été un mal pour un bien? Mais c'est justement en fait la politique de dévaluation du taux de change a quand même objectif de rendre les importations plus chères. Et du coup, ça incite l'industriel, le producteur domestique à produire davantage pour combler la demande qui existe, mais qui maintenant, donc, à cause des prix qui ont augmenté pour les produits importés, on ne peut plus y avoir accès. Et c'est ça, on va dire, l'avantage comparatif de dévaluer, c'est de développer l'industrie locale. Et il faut le faire à un moment où on sait que l'industrie locale peut fournir l'alternative. Sinon, les gens vont continuer à consommer des produits importés plus chers et ils vont quelque part s'appauvrir parce qu'ils ne peuvent pas acheter autant. Et donc, c'est certainement en train de payer. C'est pour ça que je vous disais qu'en 2020, le problème, c'est un cycle, en fait. Quand on dévalue, les prix augmentent, vous l'avez dit, les prix augmentent énormément. Quand les prix sont très élevés, les taux d'intérêt dans les banques sont très élevés, on a des taux d'intérêt de 20 et plus que 20%. Et l'investisseur ne peut pas emprunter à 25-30% pour investir et produire. C'est trop cher. Combien de profit il doit faire pour payer les impôts et payer les banques? Et du coup, c'est un frein à l'investissement. Aujourd'hui, le taux d'intérêt, il est à 8-9%. Ça a beaucoup baissé. Et là, c'est vraiment, si on regarde sur les 30 dernières années, c'est le niveau de taux d'intérêt le plus bas. Le plus bas. Et donc, l'investisseur est habitué à ce taux d'intérêt. Là, c'est bon. Là, je peux emprunter et investir. Malheureusement, le Covid, mais malgré ça, il y a encore un investissement, il y a des substitutions des produits importés, il y a ce réengagement. 2021, on croise les doigts, on l'espère, devrait, voilà, c'était pas 2020, maintenant c'est 2021, l'année de décollage pour l'investissement privé en Égypte et voir encore davantage de produits et d'exportation. C'est vrai que les experts étrangers prédisent de très bons chiffres concernant l'Égypte, un taux de croissance très important en 2021 encore, alors qu'il a été très bon en 2020 par rapport aux pays voisins et par rapport aussi sur le classement mondial, on n'est pas très mal. Est-ce que c'est dû à des réformes ou c'est un coup de chance à cause du coronavirus qui a un petit peu chuté les économies mondiales? Non, non, c'est les deux. On aurait pu chuter comme les autres. Hein. Ouais. On est le seul pays dans le Moyen-Orient qui a un taux de croissance positif. On est un des rares pays au monde à avoir un taux de croissance positif. Et ça, c'est le fruit de décisions. On aurait eu un confinement comme le Maroc et la Jordanie. On n'aurait pas eu de croissance qu'on a, hein. On aurait eu moins 5, moins 6, moins 7%. Hein. Et du coup, ce sont des choix qui sont faits. Et on n'aurait pas pu faire les bons choix si les programmes de réforme qui avaient été faits quelques années auparavant n'avaient pas payé. C'est vrai. On aurait été trop fragile pour supporter le coût du Covid. Mais parce qu'il y a eu des réformes, parce que la situation économique était beaucoup plus stable, beaucoup plus résiliente, et que l'investissement privé était présent, que le gouvernement a investi massivement, tout ça a culminé avec la décision de ne pas confiner totalement pendant de longues périodes. Tout ça a fait en sorte que les choses ont continué et que l'investissement a continué. Moi, j'étais à la Mer Rouge il y a quelques jours. C'est comme s'il n'y avait pas le Covid. Là, vous faites des envieux. Là, je pense que devant leurs écrans, les gens tout le monde, tout le monde, il faut y aller. Hein, bon. Mais franchement, non. Mes amis en France, ils ne peuvent pas sortir dans un rayon d'1 kilomètre. Nous aussi, on va, on bouge, on sort en bateau, on vit. La vie continue, l'investissement continue, le revenu continue. Les gens ont des revenus chaque jour et ils peuvent le dépenser. Non, je pense que ce sont des décisions sages, mesurées, parce qu'on n'a pas senti du tout qu'il y avait une explosion de cas de maladies ou de décès. C'était contrôlé quand même. Et on l'aurait su à travers les réseaux sociaux, on aurait su qu'il y a eu un problème sérieux, même si on cherchait à le cacher, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est sous contrôle. Est-ce que dans les méga-projets que le gouvernement fait, ils ont toujours un plan B concernant les investissements? C'est-à-dire que s'ils n'ont pas les investisseurs étrangers qu'ils veulent, est-ce qu'ils peuvent s'appuyer sur de grandes entreprises locales, privées, pour combler le vide? Pas totalement. Et on peut prendre un exemple comme donc, le canal de Suez et la partie, donc la région économique à l'est du canal de Suez, qui normalement devrait mettre l'Égypte sur un orbite complètement différent.
On parle de 100 milliards d'euros d'investissement dans les 20 prochaines années. C'est énorme. L'Égypte devrait normalement, naturellement, être une plateforme logistique internationale. On est le centre du monde géographiquement. Donc, il y a tellement d'avantages. Mais pour avoir les 100 milliards d'investissements, déjà le gouvernement a fait des ports, de l'infrastructure, des centrales électriques, de l'épuration d'eau. Après, il faut que l'investisseur étranger vienne s'engager. L'investisseur domestique ne peut pas tout faire tout seul. Et puis, on n'a pas beaucoup d'investissements. Donc, avec les secteurs, on va dire, prometteurs, on parle de logistique, on parle d'une industrie navale lourde, des ports conteneurs, des transferts de bateaux, de réparation. C'est tout un secteur qui est énorme. Et on s'appuie sur l'expérience de Singapour, de Dubaï, et on a besoin d'eux. Donc, le local ne peut pas tout faire. Il est là, il va aider le moment venu, mais on a besoin de travailler très fort en Égypte sur attirer l'investisseur étranger. L'investisseur étranger, on ne doit pas se dire, il sait les avantages de l'Égypte. Il la connaît un peu, mais ce n'est pas tout. On doit aller lui expliquer. Et c'est ce qui a été fait quand Monsieur le Président était parti en France, par exemple. Il avait avec lui une grande équipe. Ils ont rencontré les grands industriels français pour leur dire pourquoi ils viennent en Égypte, faire combien de profits, dans quel secteur. Ça, c'est très important. Il faut multiplier ce type d'interaction dans le monde entier avec tous les investisseurs. Il faut les cibler et les inviter à venir et leur promettre ce qui est réalisable et le faire. Ça, c'est crédibilité. Il faut construire ça. Docteur Bassem Omar, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir et on a compris tout ce que vous avez dit sans difficulté. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Très bonne suite de programme sur NITV International. Au revoir.